Pétoff, bonjour. Ton automne et ton hiver 2015-2016 ont été très agités. Tu es parti de la ZAD d'Agen, tu t'es arrêté à Angoulême, donc une marche contre la COP21. Tu es arrivé à Paris. Tu as subi 3 arrestations, 3 gardes à vue. Est-ce que tu peux nous en parler et nous faire le bilan et nous dire comment tu vas aujourd'hui? Eh bien, Dieu merci, je vais très bien. Et cet internement en hôpital psychiatrique dont je sors a duré 36 jours, du 30 décembre 2015 au 4 février 2016. Et j'ai été libéré le soir de la Chandeleur, de la fête des Lumières. J'ai vu un très bon signe du ciel, puisque je suis toujours croyant, bien entendu, en Jésus-Christ et en Dieu notre Père, le même pour tous. Et on est ses enfants. Donc, c'est lui qui m'a guéri, plusieurs fois déjà dans ma vie, et là de nouveau, il s'est montré bien plus fort que l'hôpital psychiatrique, si fort soit-il, parce que les médicaments chimiques, c'est fort quand même, c'est de la drogue dure, et ils nous en foutent plein les neurones. Qu'est-ce qu'on t'a fait prendre comme médicament? Je ne me souviens plus des noms, mais je sais que j'ai eu droit à beaucoup de Valium pendant les 15 premiers jours, et que ça me faisait dormir une grosse partie de la journée, enfin pas une grosse, une bonne partie de la journée, et ensuite je faisais des nuits qui démarraient très tôt, donc mes soirées étaient gâchées, parce que j'avais plus envie, plus d'énergie. Tu baves, t'as du mal à parler, à articuler, et t'as qu'une envie, c'est de dormir ou de rien faire. Donc tu avais une camisole chimique? Oui, ce qu'on appelle une camisole chimique. Et là, mes amis, me voyant dans cet état-là, parce que j'ai eu droit à beaucoup de visites de la part des militants parisiens et parisiennes, plus de femmes que de mecs d'ailleurs sont venus me voir, j'en étais ravi. Et j'avais tous les jours des visites quasiment. Et quand ils m'ont vu dans cet état, ils se sont plaints au psychiatre, moi aussi, et on a diminué les doses, si bien que j'ai fait deux... Il y a eu une première partie assez douloureuse, et une deuxième partie beaucoup plus agréable, où là les doses de Valium étaient nettement diminuées, donc j'étais presque normal. Enfin j'avais des petites pertes d'équilibre quand même, et toujours une petite difficulté à parler, mais j'arrivais à vivre à peu près normalement, et j'avais droit pour mes 15 derniers jours à des permissions de sortie de 13 à 18 heures. Ce qui donc te donnait une illusion de liberté pendant 5 heures. Sachant que pour aller à Paris, il fallait quand même 1h30 de bus et de métro. Donc ça fait 1h30 aller, 1h30 retour, 3 heures. Donc il te restait 2 heures pour vadrouiller, faire quelque chose, aller voir des potes, aller parler à une radio ou faire une manif. Ça m'est arrivé de participer à une petite manif pendant ma permission de sortie. Pourquoi est-ce que tu as été interné d'office? Eh bien, ça a été dû à ma 3e garde à vue. Après ma 3e garde à vue, et donc pour bien comprendre cet internement judiciaire, puisque c'est le tribunal qui m'a condamné à l'internement psychiatrique. C'est une décision de justice, au nom du peuple français, pris par un tribunal normal, à juge unique, parce que c'était une toute petite affaire. C'était un feu sur les cuisses de la Statue de la Liberté, en pierre, assise, en dessous de la statue de la République elle-même, en métal. Sur le socle alors? Sur les cuisses de la Statue de la Liberté. Puisqu'il y a 3 statues en dessous de la République. De la Statue de la République, il y a 3 autres statues en pierre qui sont en position assise. Il y a la liberté, l'égalité et la fraternité, la plus belle. Peut-être des 3 valeurs, sûrement même. Et moi j'ai fait un feu sur les cuisses de la liberté parce que 15 jours avant, il y avait eu une manifestation bienvenue à tous les migrants à laquelle j'avais participé, où on était 3000 au moins, de Barbès à la République. Et j'avais collé sur un carton l'affiche de la manif, bienvenue à tous les migrants. Et j'avais escaladé cette statue déjà, et je l'avais accroché au cou, la pancarte. 15 jours après, elle y était toujours. Je l'avais bien attachée par les 4 coins, de façon que le vent ne la retourne pas. Et donc j'ai eu l'idée, de nouveau j'étais venu sur place de la République, apporter mon soutien aux autres migrants et décider de passer une nuit avec eux. J'en avais déjà passé 3. Et donc j'avais eu envie, là, ce soir-là,
Et non, ce soir-là, oui, si j'étais pas encore interné, oui, c'était donc avant mon internement, j'avais eu envie de passer de nouveau une nuit avec eux. Et là, j'ai eu envie donc de faire un petit feu sur les cuisses de la Statue de la Liberté pour éclairer l'affiche, parce qu'il faisait nuit et on ne la voyait plus. Et je me suis dit, tiens, pendant 3 minutes, ça fera une petite flambée d'espoir pour tous les migrants, ils verront l'affiche, on fera des jolies photos, c'est sympa. Puis moi, j'aime bien escalader. Donc, hop, j'ai trouvé 3 cagettes, 2 cagettes simplement, des branches de sapin de Noël déjà jetées par leur ancien utilisateur. On était le 29 novembre. Et donc, je vais faire un petit feu sur les cuisses de la République, donc jusqu'à la statue avec ça. Hop, j'allume, ça flambe, et je redescends. Et là, je me fais arrêter quelques minutes après. Les pompiers arrivent, le feu était éteint déjà depuis plusieurs minutes. Ils sortent quand même la grande échelle pour voir s'il n'y avait pas de dégâts. Ils constatent qu'il n'y avait aucun dégât, si ce n'est un peu de cendre, une cagette, c'est pas grand-chose. Et l'OPJ, présent sur place, m'arrête et me met en garde à vue. Et donc, c'est là où je fais 24 heures de garde à vue. Je ne suis même pas auditionné. Et je passe en comparution immédiate, après avoir été vu par 4 psychiatres. En 24 heures. Très fort. Ils m'ont amené en pleine nuit dans un office de police psychiatrique, où j'ai été vu par un psychiatre en pleine nuit, à 1h du matin ou 2h du matin. Mais au moins 2h du matin. Et après, le lendemain, ils en ont fait venir 3 à la prison, au commissariat du 3e arrondissement, dont le dernier est venu également à 1h du matin. Il y a un mec très âgé, qui avait largement l'âge de la retraite. Donc, et au tribunal, le juge a dit que j'avais été vu par 3 psychiatres simplement. Donc il a menti, ils en ont oublié un. Et il a dit que sur les 3 psychiatres qui m'avaient vu, 2 avaient conclu à mon irresponsabilité totale et que je n'étais donc pas maître de mes actes. Alors le juge a tout de suite jugé sans discuter et a dit, comme l'ont dit les 2 experts, monsieur, vous n'êtes pas responsable, donc nous décidons de vous placer en hospitalisation d'office et donc vous êtes interné. Et le procès a duré quelques minutes. Quelle était la vie du 4e psychiatre? Je n'en sais rien. Moi, je n'avais aucune information. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été vu par 4 psychiatres. Ça, je m'en souviens très bien. Et tout ce que je sais aussi, c'est que la justice, quand elle m'a jugé, a dit que je n'avais été vu que par 3 psychiatres. Donc ils en ont enlevé un. Je pense donc que cet avis du psychiatre éliminé était positif pour moi, c'est-à-dire qu'il concluait à ma responsabilité, bien entendu. Puisque là, je crois qu'il y a dû y avoir un deal entre la justice et le gouvernement. De toute façon, c'est un peu pareil. On sait très bien que, hélas, en France, comme dans beaucoup d'autres pays, la justice obéit au gouvernement la plupart du temps, aux classes dirigeantes, ce qui est pareil. Donc là, pour mon cas, comme c'était ma 3e garde à vue et mon 2e procès, je raconterai tout à l'heure comment sont passés les 2 autres avant. Là, ils ont dû décider de m'éliminer, ou de tenter de m'éliminer, ou tenter de me casser, de me mettre un coup méchant, en me plaçant en HP, plutôt que de m'emprisonner. Ce qu'ils auraient pu faire, même si ce soir-là, il n'y a pas eu de délit. Donc ils auraient peut-être eu du mal, pour cette dernière action, à me mettre en prison. Ils auraient pu le faire au nom de mes anciennes condamnations, et le fait que j'étais multirécidiviste et que j'ai quand même 6 mois ferme dans le casier à faire, que j'ai pris le 2 décembre, à ma première garde à vue, et j'ai 4 mois avec sursis d'une affaire de Lyon, défense de la ZAD de Dessines, et d'occupation de chantier contre le stade des Ténèbres, stade de foot de l'OL, et j'ai également des heures de tige à faire. Donc ils auraient pu me mettre en prison. Mais ils ont préféré me mettre en HP en pensant que ça me calmerait. Eh ben non, c'est raté. Comment tu vas aujourd'hui, Pétoff? J'ai l'impression d'avoir jamais été en meilleure forme, peut-être pas physique, parce que je suis un peu fatigué, même si on se repose en HP, et c'est un moment où on peut faire le point aussi sur sa vie, puisqu'on a le temps de penser, quand on n'est pas trop sous camisole chimique, bien sûr.
Et donc j'ai plus eu le temps, pendant ma deuxième période d'internement, donc fin janvier, à partir du 18 janvier, je crois, j'ai eu le droit de sortir. Donc j'ai eu droit à 2 semaines de semi-liberté, entre guillemets, parce que c'est quand même pas beaucoup. 6 heures sur 24 heures, c'est une petite, même pas de 13 heures à 18 heures, ça fait que 5 heures. 5 heures, ça passe vite. Donc, mais ça fait quand même respirer et ça fait passer les journées plus vite. Et après, comme j'ai eu de la chance, ainsi que tous mes camarades de détention, puisque on peut parler de détention quand on est dans un HP, autant que de soins, même s'il y a du soin bien sûr. Mais, eh bien, on a formé un groupe humain extrêmement riche et on est rentré en sympathie les uns avec les autres et voire par moments même en communion. Tellement il y a eu d'atomes crochus entre nous et ça s'est fait très vite, dès le 30 décembre et dès le 31 décembre. Si bien que le réveillon qu'on a passé, on était 7 ou 8 en début de soirée, peut-être 9 à tout casser, et on avait 3 fois rien. Le repas avait été plutôt bon, l'hôpital avait fait un effort pour faire un bon repas, un bon petit réveillon, et comme l'hôpital Saint-Maurice, c'est là où j'étais placé, et un des tout derniers hôpitaux de Paris à avoir encore gardé une cuisine centrale sur place, on a au moins la chance d'avoir de la nourriture faite sur place par des vrais cuisiniers qui, quand ils ont un peu la patate, font de très bons plats. Et quand ils sont moins en forme, c'est moins bon, c'est vrai. Mais en général, c'est bon. Et tu étais traité comment par le personnel soignant? Je dois dire qu'à Saint-Maurice, au moins dans l'aile où j'étais, c'était quasiment excellent. Comme pour moi, mais aussi pour les autres. Vraiment, j'ai vu que le monde psychiatrique n'avait pas changé, que c'était toujours rigide, comme ces bâtiments, comme sa structure spatiale, c'est-à-dire des chambres, des cellules de prisonniers, dans des longs couloirs, tout blancs, sans âme, qui font flipper, et qui font jusqu'à 20-30 mètres de long, avec des portes de cellules, comme dans une prison. Donc ça n'a pas changé, chez chacun dans sa petite cellule. Même si les portes sont ouvertes, on est quand même en détention. Et là, même si le personnel soignant vous donne du monsieur Pététin, ou du madame Dupont, du madame Tartampion, avec en général de la considération, et vous êtes quand même en détention. Et ça, c'est toujours dur à vivre, d'être privé de liberté et d'être obligé de rester dans un endroit qu'on n'a pas choisi, un endroit où on a été placé de force. Donc tu es parti donc de la ZAD d'Agen en faisant une marche contre la COP21. Aujourd'hui, quel est ton bilan de cette action contre la COP21? À vrai dire, je suis énormément déçu. Mais c'est parce que j'avais trop d'illusions et trop d'attentes et trop d'espoir. Donc c'est purement subjectif, ce sentiment. Parce que je croyais que pendant ce mouvement anti-COP 21 à Paris, là, de fin novembre, début décembre, je croyais vraiment, je pensais, j'étais sûr qu'on serait capable de faire la révolution et que Paris, il se passerait quelque chose, qu'il y aurait une révolution anticapitaliste et anti-étatique, anti-autoritaire à Paris pendant cette COP 21, au nom de l'écologie, au nom de l'urgence climatique, et au nom de l'urgence sociale, de l'urgence économique, enfin, au nom de l'état de la planète, de l'état catastrophique de la planète. Je pensais que la venue à Paris de plein de militants de partout et que la force révolutionnaire, j'allais dire du peuple français, j'aime pas l'expression, mais parce qu'il est récupéré par d'autres, mais on est un peuple aussi comme les autres. Et c'est pas être nationaliste que de parler du peuple français, même si j'aime pas l'État français. Il y a quand même un peuple français, même si dans ce peuple français, il y a des Basques, des Bretons, d'un peuple des Corses. qui vit sur le sol de l'État français, plutôt. Oui, de l'État français ou du pays France. Parce la France pourrait toujours exister, même s'il n'y avait plus d'État. Mais ça ne serait plus un État, ça serait une espèce de grande région, où on parlerait la langue française.
Donc tu es déçu de ce mouvement. Je suis déçu parce qu'on n'a pas renversé le capitalisme, on n'a pas renversé l'État français, jamais on a été en mesure de le faire. On n'a pas bloqué l'économie, on n'a pas... oui, on a échoué. On a échoué lamentablement. Et l'État français a fait en sorte aussi que l'on échoue, puisque nombre de militants ont été placés en assignation, assignés à résidence, et certains le sont toujours. Oui. Donc ils doivent pointer 3 fois par jour. Par semaine. 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, voilà. Ah ouais, mais c'est comme de la détention, là, presque. C'est de la détention à la maison. À domicile. Et lorsqu'ils oublient de pointer ou qu'ils ont un rendez-vous et que le commissariat n'est pas au courant, un de nos copains militants s'est vu perquisitionner son domicile, ces jours-ci, hein. S'est vu perquisitionner son domicile, oui, et il a passé la journée en garde à vue parce qu'il n'avait pas pointé le matin alors qu'il avait un rendez-vous au tribunal. Donc l'État français a fait ce qu'il fallait pendant la COP21 pour que les à cause des attentats du 13 novembre. C'était l'excuse, la limite. Oui, bien sûr, ça on le sait très bien. C'est pour ça qu'il veut prolonger cet état d'urgence, parce que pour lui c'est un moyen excellent de contrôler tous les mouvements révolutionnaires et contestataires, quels qu'ils soient. Au nom de cet état d'urgence, effectivement, il nous bloque parce qu'il fait peur à des petits militants, à des militants plus soft qui n'osent pas désobéir à l'État. Comme les grandes associations, les grands mouvements, et donc qui acceptent cet état d'urgence, puisque hélas, cet état d'urgence, d'après les sondages, est plutôt populaire. Enfin, je crois, si on en croit les sondages. Populaire, je ne sais pas, mais en tout cas, il est accepté. Il est accepté. Par la majorité. Voilà. Et ses représentants aussi risquent de l'accepter de nouveau, puisque là, il est question de prolonger de 3 mois. Oui. Et d'ailleurs, le lendemain de ma libération, du 4 février, à la Chandeleur, le lendemain, à 17h, j'étais devant l'Assemblée nationale, à manifester avec 300-400 personnes, et à lever le poing contre ce Parlement qui fait honte à la France. Et comme petite pancarte, j'avais simplement trouvé un carton blanc et j'avais écrit « Assemblée avec le double S de SS, nationale, triste France ». J'avais juste écrit ça. Et je suis plutôt content d'avoir trouvé cette formule. Et je pense que ça résumait bien la situation. On est devenu un pays d'idéologie nazie, qui repousse les étrangers et qui se fout complètement de leur vie, et qui fait le contraire de la compassion, et qui même, on dirait, prend un malin plaisir à faire le mal. Parce que l'idéologie nazie, c'est l'amour de la mort. Et on peut se demander si le gouvernement français ne se délecte pas justement de cette misère et de ces gens qui meurent par milliers et par dizaines de milliers, alors qu'on pourrait très bien les accueillir sur le sol français, qui a largement assez de place et largement assez de nourriture. On le sait très bien, on jette la moitié de la nourriture produite, donc on peut très bien accueillir encore des millions de migrants, et ça ferait du bien au pays, d'accueillir d'ailleurs des gens de toutes les couleurs et d'autres cultures que la pauvre culture française. Même si elle est riche aussi, bien sûr. Aujourd'hui, donc, tu es de retour dans ta vallée chérie. Et oui, la vallée d'Aspe. Tu te reposes un peu ? Ben, je suis parti, oui, je vais prendre quelques jours de vacances et avec ma fille aînée adoptive, Muriel, qui est née à Rébénac il y a déjà quelques années. Et ben, on va partir en montagne quelques jours pour faire un brainstorming dans la nature, puisqu'on aimerait trouver un petit coin de terre pour faire une mini-ZAD où je serai à la fois jardinier et écrivain, puisque j'aimerais bien, si je trouve la motivation et l'énergie nécessaire, la motivation je l'ai, c'est l'énergie, de me plier à la cesse de l'écriture, écrire un petit livre, ou au moins un livre d'humeur sur ce qui se passe à l'heure actuelle, plus qu'un livre de mémoire. Je n'ai pas envie du tout, là encore. Je ne vais pas raconter toute mon histoire, mais un livre d'humeur sur ce qui se passe aujourd'hui, après ce mouvement anti-COP 21, et dans le futur, bien entendu. Voilà, donc je me vois faire ça pendant 1 an, avec une petite tribu,
autour donc de la famille Petit Tapin, puisque ma fille aînée, donc Muriel, l'a rebaptisé ainsi. Elle a transformé notre nom de famille Pététin en Petit Tapin. Et elle dit que c'est la plus grande famille d'accueil du monde et que, effectivement, elle grandit, puisque moi-même, à Paris, j'ai adopté 2 nouveaux fils. Un fils de 28 ans et un autre de 40 ans. Et celui de 40 ans est noir comme l'ébène. Il est sénégalais et son père est là-bas et il y a eu un petit flash entre lui et moi et il m'a demandé si je voulais pas être son père français. Et j'ai dit oui, bien sûr. Et l'autre, c'est un vieux copain, le fils d'un vieux copain qui est décédé, hélas, et qui avant m'appelait tonton et qui maintenant va m'appeler papa à la place de son père qui est mort il y a peu de temps. Est-ce qu'on va te revoir sur des lieux de lutte? Par exemple, fin février, il y a un grand rassemblement oui, à NDDL. Comment veux-tu que je n'aille pas à un rassemblement à Notre-Dame-des-Landes? C'est quand même, malgré tout, la ZAD mère, et tant mieux. C'est la ZAD qui est la plus chère à mon cœur. C'est là où j'ai vécu peut-être les plus grandes heures de ma vie de militant. Le mois de novembre et de décembre 2012. Et la victoire de la Sainte-Catherine, la victoire du 25 novembre, où nous, les petits zadistes, avec les paysans bretons et leurs tracteurs, on a repoussé l'État français. Ça a été chouette. Est-ce que tu viendras... Et l'aide de la Vierge Marie aussi, de Notre-Dame des Luttes. Tu viendras à Calais en soutien avec tous les migrants, toutes les migrantes qui vivent une situation complètement indigne? Il faudrait que, comme je l'ai fait un peu à Paris, en campant 4 nuits, enfin 3 nuits, puisque la 4e j'étais arrêté, 3 nuits à Place de la République avec les Syriens et les Afghans. Ben oui, j'ai très envie d'aller à Calais, bien sûr, et il faut que j'y aille rapidement. Est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas, parce que je dois faire 105 heures de tige pour un graphe à Notre-Dame-des-Landes de 2012, où j'avais graffité sur des banques du centre-ville, une dizaine de banques quand même, j'avais réussi à faire, à la bombe. Notre-Dame sera votre Vietnam. Un slogan qui avait été trouvé par l'un d'entre nous lors d'une assemblée générale la semaine avant la grande manif, où il fallait trouver le slogan de la manif. Et quelqu'un avait sorti ça. Il n'avait pas été retenu, et moi je l'avais trouvé superbe. Et donc j'étais allé le graffiter sur les banques du centre-ville de Nantes, 3 jours avant la manif du 17 novembre, la grande manif de réoccupation. Et je m'étais fait prendre à la dernière banque. Donc j'avais fait de la garde à vue, et au procès, qui a eu lieu quelques mois après, j'ai eu droit à 2 mois de prison ferme et 2 ans d'interdiction de Loire-Atlantique. Donc un verdict extrêmement sévère. J'ai fait appel et j'étais jugé à Rennes en appel. J'y suis allé tout seul parce que mon avocat n'a pas pu venir au dernier moment. Donc j'ai plaidé tout seul ma cause et j'ai sûrement très bien plaidé, puisque ces 2 mois fermes et ces 2 ans d'interdiction se sont transformés en 105 heures de tige, mais je dois absolument les faire. Je devais les faire avant le 31 décembre, donc je suis déjà en retard. Et comme j'ai jamais payé mes amendes, j'ai quand même fait de la prison, mais pas tant que ça, que 10 mois. Enfin, c'est déjà beaucoup. Mais je vais quand même faire 705 heures de tige, sinon... Tu connais la nature de ces tiges? Ben, j'imagine que c'est beaucoup de nettoyage et de jardinage. Mais paraît-il qu'on peut aussi travailler dans le secteur de l'animation et du social. M'a dit la juge, ça dépendait des profils des candidats. Enfin Oui, des candidats. Oui. Oui, ils adaptent les tiges au profil de la personne qui a été condamnée. Voilà. Comme moi j'ai des diplômes universitaires, je peux demander peut-être à faire mon tige dans une fac ou dans une école. Qu'est-ce que tu as comme diplôme universitaire? Ben, j'ai juste, c'est déjà pas mal, j'en ai 2. L'IEP de Bordeaux, l'Institut d'études politiques, le Sciences Po Bordeaux, que j'ai eu en 75, et une maîtrise d'histoire, donc une licence d'abord, et une maîtrise ensuite, que j'ai eu en 77. Et c'était sur un jésuite atypique, révolutionnaire, qu'on avait surnommé le jésuite rouge, et qui a vécu à Bordeaux et dans les Pyrénées au début du XXe siècle. Et qui était un jésuite en avance sur son temps,
qui avait déjà, dès 1918, organisé des camps de montagne mixtes, où lui-même se baladait en short. Donc ce qui était pour l'époque, dans l'église catholique, extrêmement en avance sur son temps. Il avait même failli perdre sa fonction de prêtre, parce que on avait su que les filles et les garçons dormaient ensemble, sous la même maison, dans les refuges et les cabanes, pendant les randonnées. Donc, sinon, c'était un curé très en avance sur son temps et puis très écolo. Et il a écrit des poèmes magnifiques, et on sentait que c'était un curé écolo, une espèce de petit Saint-François, de François d'Assise, comme il y en a eu dans toute l'histoire de la chrétienté. Et j'en suis un, moi aussi, aujourd'hui, quelque part. Pour terminer notre entretien, Pétoff, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? La révolution, la révolution, puisque c'est ça qui me rendrait heureux, c'est qu'on la fasse enfin cette révolution, rélovution et vélorution, c'est-à-dire la révolution de l'amour, la révolution anti-autoritaire, anticapitaliste et la révolution de l'anarchie, celle où enfin on vivra dans une société sans chef, sans hiérarchie, et où on respectera Pachamama. Enfin, et on l'aimera. Et on arrêtera de la piller, de la violer, comme on le fait à l'heure actuelle. Puisque tous les jours, le massacre continue. Et la COP21 n'a servi à rien, puisque la croissance continue, les machines continuent, le transport aérien augmente, le nombre de bagnoles augmente, le nombre de camions augmente, donc la pollution va continuer à augmenter, les forêts vont continuer à être détruites, et la catastrophe va bientôt arriver. Tant pis pour nous. Si on n'est pas capable d'arrêter leur machine, la machine nous mangera. Et on crèvera tous, et ça sera la solution finale pour les 7 milliards, 8 milliards qu'on sera quand ça arrivera. Et on risque de crever tous en quelques mois ou en quelques années. Dans d'abominables souffrances. Voilà, je ne veux pas faire le prophète de malheur, mais si on ne renverse pas le capitalisme, si on n'arrête pas cette machine infernale, c'est ce qui va nous arriver. C'est sûr et certain. C'est pas de la prophétie, c'est de la prospective intelligente et raisonnée, et tous les experts honnêtes le reconnaissent. Ça ne peut pas durer, ça va se casser la gueule grave, ça va être l'effondrement. Donc, à nous de nous bouger le cul pour arrêter le massacre. Il faudrait enfin bloquer ce système. Et on peut très bien le faire. On est archi capable de le faire. Il faut juste le vouloir. C'est ce que font les copains sur les ZAD, et peut-être que pour conclure, on pourrait leur rendre un hommage à tous les copains qui sont sur zone, à défendre les zones. Mais c'est sûr que le ZAD partout, c'est magnifique. Parce que la Terre est une immense ZAD, puisque la Terre est notre jardin, la Terre est notre maison, et ils sont en train de la détruire. Toutes les machines la détruisent, ils la bétonnent. Chaque année, une Belgique disparaît. L'équivalent d'une Belgique disparaît chaque année sous le béton et le goudron. C'est-à-dire c'est un espace immense de terre agricole devient stérile. Bon, on sera capable demain de casser le béton et le goudron et de refaire pousser. Mais il n'empêche que ça serait 1000 fois mieux qu'on arrête de bétonner, de goudronner, et qu'on déclare la terre sacrée, qu'on n'ait plus le droit de violer un seul espace de nature, qu'il faut tout garder pour les générations futures, qu'on a assez détruit, et que maintenant il faut vraiment entrer dans une nouvelle ère, un nouveau monde, et que leur vieux monde en a marre, il faut donc le renverser, avant qu'il ne nous renverse. Très bien. Bon, merci Pétoff. Yes. Et puis, bonne continuation à toi, et puis surtout, ZAD partout. ZAD partout, ouais. Et amour partout.